Bienvenue, bonjour à tous, voici les titres de ce journal. L'amélioration de la sécurité routière, la formation par apprentissage, la campagne et le prix d'achat du kilogramme de la noix de cajou, des sujets au centre du Conseil des ministres. La réunion s'est tenue hier au palais présidentiel en présence du chef de l'État, Alassane Ouattara. Développement de l'agriculture ivoirienne. La Côte d'Ivoire s'inspire de l'expérience du Royaume des Pays-Bas. La vice-première ministre néerlandaise Carola Schouten a été reçue hier par le Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly. Enfin 2018, quatrième année la plus chaude dans le monde selon un rapport de l'Organisation météorologique mondiale. Merci de nous suivre. Plusieurs décisions ont donc été prises hier lors du traditionnel Conseil des ministres. À noter la formation par apprentissage pour sortir la jeunesse ivoirienne de l'informel. Des radars fixes et une vidéo-verbalisation bientôt déployée pour surveiller la circulation routière dans le district d'Abidjan. Et enfin, le prix d'achat de la noix de cajou fixé à 375 francs CFA. Le Conseil des ministres a été présidé par le chef de l'État, Alassane Ouattara. On fait le point avec Viviane Aïma. Privilégier la formation par apprentissage pour permettre à un plus grand nombre de jeunes, quel que soit leur niveau d'études, d'être formés à un métier. C'est l'une des grandes décisions du gouvernement réunie ce mercredi 6 février 2019 pour son Conseil des ministres hebdomadaire, sous la présidence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Une autre mesure prise par le Conseil des ministres et qui va avoir un effet positif dans le domaine de la justice en Côte d'Ivoire, le CNDH, le Conseil national des droits de l'homme, va désormais devenir une autorité administrative indépendante. Un décret a été pris par le gouvernement pour favoriser son indépendance. Le Conseil a aussi pris une mesure pour une meilleure réglementation de la circulation routière. Bientôt, des vidéocaméras pour surveiller la circulation routière en ville. Ces caméras existent déjà dans nos différentes cités, dans les différents quartiers. Il y a une mutualisation des ressources avec le ministère de l'Intérieur. Donc, avec ce projet de modernisation de la verbalisation, nous irons jusqu'à la captation des plaques d'immatriculation à l'effet de suivre les différents contrevenants pour qu'ils fassent droit aux différentes contraventions qu'ils auront reçues en la matière. Le Conseil a fixé le prix d'achat de la noix de cajou pour la campagne qui s'ouvre. Le prix plancher Borchamp pour la campagne 2019 qui démarre le 15 février est fixé à 375 francs le kilogramme de noix de cajou bien séchée, bien triée, ne comportant aucune matière étrangère. Au titre des nominations décidées par le Conseil des ministres, un nouveau directeur général est nommé à la tête de la RTI, la radio-diffusion-télévision ivoirienne. Le Conseil a donné son accord en vue de la nomination de M. Fosseni Dambélé, précédemment directeur de cabinet du ministre de la Culture et de la Francophonie, en qualité de directeur général de la RTI, en remplacement de M. Amadou Bakayoko, appelé à d'autres fonctions. Le Conseil s'est aussi penché sur la situation sociopolitique du moment, marquée par une grève des enseignants dans le secondaire et le supérieur. Les différents syndicats avaient un cadre d'expression et d'échange avec le gouvernement qui a été mis en place pour une période, je crois, de 5 années. Du côté de l'État de Côte d'Ivoire, nous avons respecté tous les termes de notre engagement dans le cadre de cette négociation qui visait à apaiser le climat social pour au moins une certaine durée. Mais force est de constater que certains syndicats ne respectent pas véritablement cette convention de base. C'est peut-être le lieu d'interpeller les signataires de cette convention pour qu'ils se conforment au terme de l'accord qui lie l'État de Côte d'Ivoire à ces différents syndicats, c'est-à-dire le respect de la période de moratoire qui autorise, qui permet à l'État de Côte d'Ivoire de déployer tous ces différents projets et programmes, mais le cadre de discussion qui demeure pour que s'il y a des revendications nouvelles, dans ce cadre de discussion, les uns et les autres s'asseyent pour discuter et trouver les réponses appropriées. Situation sociopolitique marquée aussi par des violences verbales de la part des hommes politiques. Ceci est véritablement inadmissible.
ceci est à condamner. Parce que de notre compréhension et de notre conception de la politique, le débat politique, c'est un cadre d'échange courtois, civilisé, et surtout un cadre d'échange sur des propositions concrètes dans la contradiction pour pouvoir faire avancer le quotidien des différents Ivoiriens. Et donc, il est vraiment inadmissible de constater que notre paysage est pollué par ce qui ne représente pas le politique, ce qui ne représente pas les offres politiques au niveau national. Donc, la Côte d'Ivoire mérite mieux, les Ivoiriens méritent mieux. Il faut véritablement appeler au bon ton, quels que soient les différents camps. Donc, nous condamnons fermement ces différentes dérives langagières qui ont été observées. Le Conseil a en outre été informé du prochain voyage du président de la République à Addis Abeba pour participer au sommet de l'Union africaine. Dans l'actualité nationale également, à noter l'ouverture aujourd'hui de Africa Santé Expo en présence de la première dame Dominique Ouattara et du vice-président Daniel Kablan-Duncan. Ce salon rassemble les professionnels de la médecine, de la pharmacie, de la botanique et de l'esthétique. Cette deuxième édition se tient dans la commune de Cocody. Un tout autre sujet à présent, l'agriculture au centre des entretiens hier entre le Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly et la vice-première ministre du Royaume des Pays-Bas, Carola Schouten, est en visite de travail d'une semaine en Afrique de l'Ouest. Les échanges entre ces deux personnalités se sont déroulés à la primature. Les précisions de Sidonie Davila. Les Pays-Bas, deuxième exportateur des produits agricoles, s'intéresse au secteur de l'agriculture en Côte d'Ivoire. En vue d'une amélioration du secteur, Amadou Gon Coulibaly, le Premier ministre, a échangé avec la vice-première ministre néerlandaise, Carola Schouten, sur le cadre de collaboration entre les Pays-Bas et la Côte d'Ivoire. We discussed several issues. Nous avons discuté de beaucoup de problématiques concernant l'agriculture, mais en premier, nous avons parlé des bonnes relations que nous avons avec la Côte d'Ivoire. Et le Pays-Bas est un des exportateurs du cacao ivoirien. Et il y a beaucoup d'entreprises néerlandaises qui sont intéressées à investir en Côte d'Ivoire, pas seulement dans le cacao, mais également dans l'horticulture et la volaille. Et nous avons discuté avec le gouvernement, sachant qu'il est important d'avoir un trio efficace avec le secteur public, le secteur privé et le secteur académique afin de faire avancer l'agriculture en Côte d'Ivoire. Pour la Côte d'Ivoire, c'est une opportunité à saisir pour assurer de manière effective l'avenir du secteur agricole. Que ce soit en matière de formation donc de nos agriculteurs, que ce soit en matière d'agriculture durable, nous considérons que nous avons beaucoup à apprendre des Pays-Bas. Le vice-premier ministre vous a aussi indiqué qu'une bonne partie du cacao ivoirien est exporté vers les Pays-Bas pour être transformé. Et donc c'est important que notre pays étant un pays qui produit et qui exporte vers les Pays-Bas, que nous puissions également travailler à assurer un approvisionnement de leur industrie et de la manière la plus efficace. Pour être au fait des réalités du terrain, la vice-première ministre néerlandaise, Carola Schouten, prévoit des visites dans certaines coopératives de cacao et d'usines de production au cours de son séjour en Côte d'Ivoire. Rappelons cette information à l'intention de l'ensemble des parlementaires ivoiriens. Monsieur Soro Kibafori Guillaume, président de l'Assemblée nationale, convoque mesdames et messieurs les députés à la première session extraordinaire de l'année 2019, le vendredi 8 février 2019 à 11h au palais de l'Assemblée nationale. Ordre du jour, information signé le secrétaire général adjoint André Kofi Marius. Un nouveau dirigeant à la tête de la radiodiffusion télévision ivoirienne, Fosséni Dembélé, remplace ainsi Amadou Bakayoko, appelé à d'autres fonctions. La passation des charges s'est tenue aujourd'hui dans les locaux de la RTI. On en parle avec Serge Collia. Maison de la télévision ivoirienne à Cocody, salle Mamadou Bensou Maourou. Ce jeudi 7 février, directeur, conseiller, journaliste, cadres du ministère de la Communication et des Médias sont les témoins privilégiés de la prise de fonction officielle du nouveau directeur général.
Nommé par décret du président de la République en Conseil des ministres le mercredi 6 février, Dambélé Fosseni, journaliste, précédemment directeur de cabinet au ministère de la Culture et de la Francophonie, remplace Amadou Bakayoko. L'ancien directeur général passe la main après environ 6 ans à la tête de la RTI. Permettez-moi tout d'abord de rendre grâce à Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux d'avoir facilité la mission qu'a bien voulu me confier son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République. C'est un privilège pour moi d'avoir pu bénéficier de sa confiance pour servir mon pays à ce niveau si stratégique. À un jeune âge, parce qu'effectivement, ce poste m'a été confié à 35 ans et je voudrais encore une fois remercier le président et tous ceux qui l'entourent. Dambélé Fosseni rend gloire à Dieu. Il remercie le chef de l'État et s'engage aux côtés des agents à travailler pour l'atteinte des objectifs de la radiodiffusion télévision ivoirienne. J'arrive à la suite d'un brillant technocrate qui a fait évoluer de façon significative cette maison, la RTI. À l'ensemble du personnel qui a permis que ce défi soit relevé, je voudrais exprimer toute ma confiance et dire qu'ensemble, nous allons continuer le chemin. Ensemble, nous allons travailler à préserver les acquis et à ouvrir de nouvelles perspectives. Une cérémonie de passation de charges conviviale au cours de laquelle Amadou Bakayoko a reçu un diplôme d'honneur et un cadeau de l'ensemble des agents de la RTI. Dambélé Fosseni, le nouveau directeur général, lui a également remis un cadeau tout en saluant ses compétences. Autre actualité, la Banque africaine de développement fait le bilan de ses financements 2018 en Côte d'Ivoire. Plus de 670 milliards de francs CFA octroyés à Abidjan et cela en 3 ans. Annonce faite par le président de la BAD, Akinwumi Adesina. On en parle avec Lanciné Bakayoko. Entre 2015 et 2018, le financement de la Banque africaine de développement en faveur de la Côte d'Ivoire est passé de 361 milliards à près de 1034 milliards de francs CFA, une augmentation de 280%. La Banque soutient fermement les efforts du gouvernement dans les domaines du transport urbain et du développement des infrastructures à Abidjan. En 2018, nous avons également investi pour financer l'acquisition de nouveaux aéronefs pour Air Côte d'Ivoire, qui facilitera la circulation des personnes et favorisera l'intégration régionale. La banque fournit également un appui à la Côte d'Ivoire et au Ghana, notamment au niveau de la filière cacao. Cet appui vise à améliorer les performances de la production et surtout à accroître la rentabilité du cacao. Cet appui consiste, entre autres, en un prêt syndiqué à Cocoa Board du Ghana et 2 enveloppes au Ghana et à la Côte d'Ivoire pour soutenir les réformes institutionnelles et la gouvernance dans les commercialisations du cacao. Tout en félicitant le gouvernement du président Alassane Ouattara pour ses efforts, la Banque africaine de développement se dit optimiste quant aux perspectives économiques de la Côte d'Ivoire. En 2019, le pays table sur un taux de croissance de 7,8% avec un afflux beaucoup plus important d'investissements productifs, aussi bien nationaux qu'étrangers. Environ 200 millions de filles et de femmes touchées par les mutilations génitales dans le monde. C'est ce qui ressort de la Journée mondiale de lutte contre les mutilations génitales féminines célébrée hier en Côte d'Ivoire. Le gouvernement appelle à la vigilance et à la mobilisation de tous les acteurs pour protéger l'intégrité physique des femmes. Les détails avec Sephora Zegui. Atteindre la tolérance zéro à l'égard des mutilations génitales féminines en Côte d'Ivoire, c'est tout le sens de la célébration de la Journée mondiale de la lutte contre les mutilations génitales féminines. Elles sont, comme cette femme, aujourd'hui activiste, plusieurs à avoir été victimes. J'ai été excisée à 9 ans. Il faudrait que tous ensemble, on se mette à lutter contre ce crime, que ça ne s'arrête pas à Abidjan, qu'on aille jusqu'à l'intérieur où l'excision encore se pratique. On a besoin de tout le monde pour nous aider dans ce combat et à dire à ces exciseuses que l'excision n'est pas une bonne chose. L'excision,
38% des femmes de 15 à 40 ans aujourd'hui concernées. Le gouvernement ivoirien, à travers le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, s'engage à renforcer les actions contre ce fléau avec davantage de sensibilisation et de répression sur le terrain. Dans le cadre de cette célébration, il est donc impérieux de susciter une prise de conscience de la responsabilité collective face à la persistance du phénomène de mutilation génitale féminine en Côte d'Ivoire. Une loi réprimant l'excision a été prise depuis le 23 décembre 1998, réprimant les mutilations génitales féminines. Les Nations Unies, les organisations non gouvernementales et les victimes souhaitent intensifier et réduire le taux de prévalence nationale des mutilations génitales féminines qui est de 38,7% à travers des actions coordonnées. Je voudrais vous assurer que les Nations Unies continueront donc à soutenir vos efforts. Saisissons ensemble l'opportunité de cette journée internationale de la tolérance zéro à l'égard des mutilations génitales féminines pour redoubler nos efforts collectifs et les éradiquer une bonne fois pour toutes. Les mutilations génitales féminines sont une atteinte à l'intégrité physique de la femme et de la petite fille. Elles ont pour conséquence les traumatismes psychologiques, les hémorragies, les fistules obstétricales, les risques de contamination du VIH et les complications à l'accouchement. D'ici à 2030, selon les Nations Unies, 68 millions de filles dans le monde subiront des mutilations génitales féminines si l'on n'accélère pas les efforts visant à éliminer ces pratiques néfastes qui portent atteinte aux droits fondamentaux des filles et des femmes. Un reportage de Sephora Zegui et Franck Quadio. Une question à présent, êtes-vous capable de vivre une journée 24 heures sans votre téléphone mobile? La journée mondiale sans téléphone portable nous invite en tout cas à le faire. Cet événement initié par l'écrivain français Phil Marceau a été célébré hier. Les précisions de Herman Niamia. Pouvez-vous passer une journée sans votre téléphone portable? Une journée sans téléphone? Ah mais franchement, c'est pas possible. À l'heure où on est, franchement, c'est pas possible. Je ne crois pas parce que je me sens coupé du monde. Voilà, sans mon portable, en tout cas, c'est la déconnexion totale. La réponse est sans équivoque. Aujourd'hui, personne ne peut se passer de son téléphone portable, même pour une seule journée. Certains en sont même malades à l'idée de ne pas l'avoir avec eux. C'était même dans un bus. Je suis monté, on a vraiment lutté, je suis monté. Et arrivé à ce moment, je me rends compte que mon téléphone n'est pas là. Durant tout le trajet, ça a été une tristesse pas possible. Voilà, parce que tu perds tes numéros. Perdre un portable, c'est comme même tu as perdu même ton propre enfant. Le téléphone portable fait partie désormais de notre quotidien. Tout se fait avec lui. Son utilisation ne se limite plus seulement qu'aux appels. Grâce à cet outil révolutionnaire, l'on n'a plus besoin d'avoir un ordinateur pour envoyer ou consulter ses mails. Mais mieux, l'on peut effectuer des transactions financières et aussi payer ses factures. En Côte d'Ivoire, les 3 opérateurs du secteur du mobile qui se partagent les 30 millions d'abonnés se frottent les mains avec un chiffre d'affaires avoisinant les 300 milliards de francs CFA en 2018. Moi, je paye ma facture avec le téléphone. Ça fait pratiquement 2 ans que je ne vais plus faire le rang. On peut recevoir de son argent. Même moi-même, je reçois déjà ma paye sur mon téléphone. Or, avant, il fallait s'aligner devant les banques. Certes, l'utilisation du téléphone portable a de nombreux avantages, mais il n'en demeure pas moins qu'il a aussi des inconvénients. Avec l'avènement des smartphones, certains sont tellement accros aux réseaux sociaux qu'ils oublient leur entourage. On est toujours sur le téléphone, trop sur le téléphone. Ça fait qu'on peut rester ensemble sans forcément communiquer. On est assis, chacun son téléphone et le temps passe. On ne peut rien y faire. Lors d'une rencontre récente, on est allé saluer un ami. Franchement dit, tout le monde était basé sur son téléphone. Malgré nous nous sommes réunis pour venir lui rendre visite. Mais franchement, il faut dire qu'arrivé à un moment, nous tous, il n'y avait pas de causerie. Chacun était connecté sur son téléphone. Ce 6 février qui marque la célébration de la journée mondiale sans téléphone portable, initiée par l'écrivain français Phil Marceau, est l'occasion d'interpeller les populations à réfléchir à l'usage qu'elles font des téléphones portables. Direction Biabou, quartier situé dans la commune d'Abobo. Les ménages
ont exprimé récemment leur joie. La raison, après plus de 10 ans d'interruption, l'eau coule à nouveau dans leur robinet. C'est un reportage de Noussangaré, commenté par Koné Pargassoro. L'eau de nouveau dans les robinets à Biabo, dans la commune d'Abobo. Dans ce quartier d'environ 20 000 habitants, les populations souffraient d'un manque criard d'eau potable depuis plus d'une décennie. Il fallait, pour avoir de l'eau dans ce quartier, parcourir des kilomètres. Il y a un moment, il n'y avait pas de l'eau là. On en payait l'eau là dans un bidon. Payait 100 francs ou 150. Je pouvais prendre 20 bidons comme ça, ou au moins 15 bidons. Par jour, on pouvait mettre 2000 dans l'eau. 2000 là, c'est pour 2 jours. Ça nous fatiguait trop. Si on se lève matin, on se lave matin. Le soir même, on ne se lave pas. Puis ce qui me fait encore plus mal, c'est que facture d'eau, ça vient. On ne consomme pas de l'eau, mais ça vient. 16 000, 13 000, on s'en paye. Les habitants de Biabo ont le sourire aux lèvres. Ils reçoivent de l'eau en permanence. Une initiative des nouvelles autorités municipales de la commune. Autorités coutumières, religieuses et associations féminines du quartier ont donc effectué nombreux le déplacement à la mairie d'Abobo pour témoigner leur reconnaissance au premier magistrat de la commune, Ahmed Bakayoko. Durant la campagne, nous avons exprimé nos désidératas, dont le problème de l'eau. Donc, il nous a donné sa parole. Et la parole est vérifiée et vérifiable aujourd'hui. L'eau coule dans les robinets de Biabo. Jeanne Pemont, représentant le maire Ahmed Bakayoko, a rassuré les populations quant à la volonté de la nouvelle équipe municipale de faire de la commune d'Abobo une cité attractive pour leur bonheur. La gouvernance environnementale et sociale dans le secteur minier ivoirien, sujet au centre d'une rencontre organisée récemment par le ministère de l'Environnement et du Développement durable. Les explications de Grace Kando. La Côte d'Ivoire dispose d'importantes ressources minérales, dont l'or, le diamant, le cuivre, le manganèse. L'exploitation artisanale de ces ressources minières a un impact négatif sur l'environnement et sur les populations. Afin de permettre une gestion durable de ce secteur, un atelier de formation à la gouvernance environnementale et sociale du secteur minier est organisé. Au niveau du secteur minier, effectivement, il est placé comme étant le second souffle de l'économie ivoirienne. C'est le lieu ici de faire un diagnostic et puis de pouvoir prendre des solutions idoines afin de minimiser au maximum les impacts négatifs de cet effet de l'activité minière sur l'environnement. Cet atelier va nous informer sur le secteur minier et deuxièmement aussi éventuellement des dispositions pratiques que nous pourrons prendre pour pouvoir faciliter non seulement la sensibilisation sur l'impact environnemental, mais aussi permettre à ce que le coût de l'étude d'impact environnemental au niveau des petites mines soit revu à la baisse. Pendant 3 jours, les participants recevront une formation théorique suivie de séances pratiques sur les ressources minérales. C'est pourquoi le ministre Seka Seka dit attendre beaucoup de cette formation. À l'issue de cette formation, les bénéficiaires devraient être à même de comprendre la notion de gouvernance environnementale, sociale, de s'imprégner des orientations et mécanismes de mise en œuvre des politiques publiques et de responsabilité sociétale des entreprises pour un impact positif des exploitations minières. La Banque mondiale accompagne ce processus de renforcement de capacité des parties prenantes aux pratiques de sauvegarde environnementale et à la gestion durable du secteur minier. Des peaux d'animaux protégés ont été retrouvés et saisis dans les communes d'Atekoubé et de Grand Bassam. C'est un coup de filet de l'unité de lutte contre la criminalité transnationale organisée. Plus de détails avec Abou Sanogo. L'UCT, l'unité de lutte contre la criminalité transnationale organisée, poursuit sa lutte contre le trafic d'espèces protégées. Au total, une peau de lion, une peau de python, une peau de civette, 2 peaux de panthère,
3 peaux de ratel, 7 peaux de crocodile, une paire de mâchoires d'éléphant, 2 carapaces de tortues géantes, un os d'hippopotame, un perroquet saisi et un présumé trafiquant qui s'adonnait à la vente de peaux d'animaux appréhendés dans la commune d'Atekoubé au moment où il s'apprêtait à passer à la transaction. Fruit des investigations menées par l'unité de lutte contre la criminalité transnationale organisée, le présumé trafiquant s'adonnait à ce commerce à Abidjan et à Grand Bassam. Il avait plusieurs connexions dans la sous-région. La Côte d'Ivoire dispose d'une riche diversité biologique répartie sur l'ensemble du territoire. Et force est de constater que celle-ci est détruite par le braconnage et le commerce illégal de certaines espèces en voie de disparition, notamment les lions qui sont en danger critique d'extinction en Afrique de l'Ouest. Si vraiment on ne lutte pas contre ce trafic illicite-là, on n'aura plus, dans 5-10 ans, on n'aura plus des lions dans notre sous-région. Pour rappel, le commerce illégal des espèces sauvages est un crime organisé transnational qui représente 12 milliards de francs CFA de profits illégaux chaque année dans le monde. Il s'agit du 5e commerce illégal le plus important dans le monde après la drogue, les armes, le blanchiment d'argent et le trafic d'êtres humains. Des nouvelles sportives à présent. Une délégation du Fonds des Nations Unies pour l'enfance a été reçue récemment par le ministre Paul-Claude Danho. Leurs entretiens ont porté sur le projet dénommé Champions de la vie. Il s'agit de favoriser par le sport un partenariat avec l'Office ivoirien des sports scolaires et universitaires. Le point avec Aboudraman Sabassi du service sport. Levier important de rapprochement des peuples, le sport occupe une place de choix dans les activités de l'UNICEF. C'est ce qui conduit à la signature d'un accord de partenariat entre le ministère des Sports et l'institution internationale à travers l'Office ivoirien des sports scolaires et universitaires OASU en vue de promouvoir la participation et l'engagement des jeunes et des femmes à la pratique sportive. Le projet Champions for Life, qui fait l'objet de cette convention, vise à faire de l'OASU le partenaire leader de l'unité de communication pour le développement C4D de l'UNICEF. Et nous sommes particulièrement intéressés à la plateforme de l'OASU, donc des compétitions sportives scolaires, parce qu'à notre avis, je pense que c'est une plateforme idéale qui offre un encadrement, ou bien qui pourrait offrir un encadrement à tous les élèves ici en Côte d'Ivoire. C'est avec le sentiment de l'atteinte de l'objectif que le premier responsable de l'OASU exprime sa satisfaction quant à la conclusion de ce projet engagé depuis 2013. Ceci marque un tournant très important dans la vie de l'Office ivoirien des sports scolaires, de sceller un partenariat avec une institution de cette notoriété. Donc toute la fierté m'habite aujourd'hui de donner le cachet officiel à ce partenariat duquel nous attendons beaucoup. La mise en œuvre de ce programme OASU-UNICEF contribuera de façon significative à l'amélioration de l'environnement des jeunes en Côte d'Ivoire. Hors de chez nous, au Nigeria, la police annonce que 26 personnes ont été tuées et 7 autres kidnappées le 5 février dernier. C'était au cours de 2 attaques distinctes commises par des hommes armés dans l'état de Zamfara, dans le nord-ouest du pays. Au Brésil, Lula da Silva face à de nouveaux ennuis judiciaires alors que l'ex-président brésilien est emprisonné depuis avril dernier. Il a été condamné hier à 11 mois de réclusion pour corruption et blanchiment d'argent. Enfin, l'année 2018 déclarée 4e année la plus chaude depuis le début de l'ère industrielle, selon l'Organisation météorologique mondiale. L'état de Zamfara, dans le nord-ouest du Nigeria, a été le théâtre d'opérations de nombreuses bandes criminelles en ce début de semaine. Des hommes armés ont attaqué des villages, tuant 26 personnes. Les habitants affirment que les violences étaient le fait de ravisseurs et de voleurs de bétail. De nombreuses bandes criminelles opérant dans la région. Des renforts de la police et de l'armée ont été déployés dans la région pour prévenir toute nouvelle attaque contre les villages voisins.
L'ancien président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva, incarcéré depuis avril dernier, a été condamné hier mercredi à 12 ans et 11 mois de réclusion. Il est accusé de corruption et de blanchiment dans le cadre d'une deuxième affaire judiciaire. Cette nouvelle condamnation porte sur des travaux financés par deux groupes de BTP pour le compte de l'ex-président dans une propriété rurale à Atibaia. Ces travaux auraient été effectués en échange de contrats avec le groupe étatique pétrolier Petrobras. En juillet 2017, l'ancien président brésilien avait été condamné à 12 ans et 1 mois de prison. Ces deux peines pouvaient être cumulées à partir du moment où elles ne totalisent pas 30 ans de réclusion, le maximum au Brésil. Dans leur rapport annuel sur le climat publié mercredi dernier, la NASA et l'Administration nationale océanique et atmosphérique, la NOAA, ont annoncé conjointement que la Terre venait de vivre sa 4e année la plus chaude depuis les premières mesures en 1880. Depuis 1880, le réchauffement a été de 1 degré Celsius et s'explique par l'accroissement dans l'atmosphère des émissions de dioxyde de carbone et d'autres gaz à effet de serre émis par l'activité humaine. Les effets du réchauffement planétaire à long terme se font déjà sentir, et ce à travers les inondations côtières, les vagues de chaleur, les précipitations intenses et les bouleversements des écosystèmes. Voilà des précisions de Laurent Sachot et Herman Guivet. Merci de nous avoir suivis.